Suite alors. Bien, merci d'être avec nous pour cette conversation très directe et à bâton rompu avec Martine Feppel et Jean Béchamel, ou alors avec Feppel et Béchamel. Voilà. Au bout du compte, hein, on pourrait dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est que je reçois un couple d'artistes qui travaillent pleinement en duo. Donc c'est une seule et même entité, alors qu'il y a deux individualités. Donc ce qui peut être, je crois, très intéressant, c'est de nous donner tout de suite un peu les éléments pour essayer d'appréhender un peu cette histoire duel qui est la vôtre. Alors, raconte-nous, Martine, s'il te plaît, cette histoire de rassemblement, de réunion, je ne sais pas comment, ou de collusion qui est la vôtre. Déjà, ça a commencé de façon très spontanée et naturelle, je dirais, parce qu'en fait, on s'est rencontrés en... Dans le micro ne doit pas être branché. Hop, si, pourtant il l'est. Vas-y. Donc, on s'est rencontrés en 2008 et quand on s'est rencontrés, on s'est... Comme ça, dans des discussions assez spontanément, on a développé des idées, on a parlé de notre travail qu'on avait chacun, d'idées qu'on avait, et comme ça, à travers des discussions, on a développé en fait des projets qu'on a eu envie rapidement de réaliser. Et donc, en fait, un mois après qu'on s'est rencontrés, on a réalisé notre première œuvre qui s'appelle Peste et choléra. Et donc... ça a commencé comme ça, de façon assez naturelle et explosive, et on n'a jamais arrêté de travailler ensemble. Alors, toi, tu es d'origine luxembourgeoise, Jean, tu es parisien à l'origine. Oui. Vous étiez rencontrés dans un contexte d'exposition, vous étiez tous les deux exposants. Pas du tout, c'était une fête. C'était une fête. Voilà une bonne idée. On a commencé à danser ensemble, et voilà. D'accord. C'est comme ça que vous vous connaissiez antérieurement en tant qu'artiste ? Pas du tout, non, on se connaissait pas. Et alors, les pratiques de l'un et de l'autre, c'était quoi ? Toi, par exemple ? Moi, je faisais du dessin, je faisais des installations, déjà beaucoup en lien avec des endroits où j'exposais. Dessin qui est à l'écran ici et qui est de toi, tu me disais, celui-ci. Oui, ça c'est un dessin pas celui-là, mais celui d'avant, avec les chaises. C'est un dessin qui date de 2003. Et il y avait déjà donc peut-être une forme de déconstruction d'objets, d'espaces. Parfois, j'intervenais sur des espaces directement que j'incisais, je détruisais, mais pour raconter une histoire par rapport à un lieu. Donc c'était peut-être moins en volume, etc. Mais c'était déjà très en lien avec l'espace. Et ce qu'un espace peut nous raconter, et après ça part dans des histoires que peut-être l'espace m'évoquait et qui s'étendait vers quelque chose d'imaginaire ou autre. Et toi, Jean, quel était le travail à ce moment-là ? Moi, je faisais surtout des sculptures, enfin des petites installations, mais surtout des sculptures assez grandes. Des sculptures qui étaient figuratives, abstraites, pour faire ça ? Non, plutôt abstraites. Ouais. Avec quel type de matériaux ? Des matériaux de synthèse, beaucoup, du plâtre. Et l'un et l'autre, vous avez des formations artistiques d'école des beaux-arts ? C'est juste pour caler les choses comme ça, Martine ? Oui, moi j'ai fait des études à Strasbourg et après à Berlin et à Londres. Donc j'ai suivi vraiment un parcours d'école d'art avec un master, etc. Je continue à vivre à Londres encore quelques années après les études. Ouais. Et Jean ? Moi j'étais élève invité aux Beaux-Arts. À Paris ? À Paris. Et après, je suis parti vivre en Scandinavie. J'ai beaucoup travaillé avec des réalisateurs scandinaves pour leur scénographie, en fait. Donc, oui, tu as travaillé en tant que scénographe ?
Ah, c'est Ouais. un élément intéressant Ouais. quand on Je connaît le travaille beaucoup travail qui avec, se développe ensuite ensemble. Voilà. Je travaillais beaucoup avec Lars von Trier en fait. Avec Sur, Lars von Trier. ouais. Et Thomas Vinterberg et tout ce mouvement qui a commencé autour des années fin des années 90 de 2000 parce que c'était tout un mouvement des réalisateurs danois de jeunes réalisateurs qui essayaient de faire leur propre cuisine, et donc il y avait vraiment ils étaient assez en demande de gens qui faisaient autre chose que de la pure scénographie de cinéma ou de la du pur décor, quoi. Donc c'était assez intéressant. Mais tu n'avais donc pas à ce moment-là l'intention d'entrer dans une carrière entre guillemets d'art plastique? Si, ça m'a toujours servi à financer mes expériences plastiques, parce que en fait c'est assez difficile comme jeune sculpteur de trouver les moyens de faire ses œuvres, de les exécuter correctement, et donc pendant des années le cinéma m'a aidé un peu à expérimenter. J'ai souvent proposé des produits ou des choses que j'avais envie d'expérimenter moi-même, mais c'était aussi toute une période du cinéma danois qui était très, très ouvert sur d'autres pratiques que la pure scénographie de cinéma. Donc c'était assez intéressant. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, Trier faisait aussi des installations d'art. Il y avait plus un mélange qu'aujourd'hui entre pas mal de passerelles entre l'art contemporain et le cinéma. Et le cinéma. Et alors, toi, Martine, toujours dans cet amont de votre binôme, tu faisais des expositions, tu étais déjà sortie de l'école depuis quelque temps, je suppose. Tu tournais déjà dans le monde de l'art avec ton travail d'art plastique. En fait, quand on s'est rencontrés, j'étais juste revenue parce que j'ai vécu donc à Londres, je suis retournée à Berlin. J'ai vécu une période à Berlin où je faisais pas mal d'expositions. C'était souvent en fait dans des lieux assez expérimentels. J'étais partie à Bologne pour une exposition en résidence là-bas à l'époque, et après j'étais partie aussi en Argentine, et puis j'ai une résidence en Espagne. En fait, j'étais beaucoup en voyage. Nomade. Oui, et pour des résidences, pour des expositions. Après, à un moment donné, peut-être aussi à force de vivre partout mais nulle part, j'ai décidé de retourner au Luxembourg. D'accord. Et au Luxembourg, à ce moment-là, j'ai eu pas mal d'expositions, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et là, c'est en 2008 Oui. que ça a commencé, ce binôme-là. Mm. Et alors, tu disais, le premier acte de ce binôme, c'était. Qu'est-ce que c'était, un mois après votre rencontre? C'était une œuvre qui s'intitule Peste et choléra, parce que Jean et moi, on se nommait comme ça. Ah oui, d'accord, Peste et choléra. Mais en fait, c'est pour ça qu'on parce en a qu'il nous avait jeté de la fête où on était, donc Ah oui, appelé Peste et choléra. Et en fait, ça commençait bien. C'est quoi cette œuvre? C'est une œuvre d'ailleurs qui, peut-être les dessins de 2003 avec les chaises tordues, c'est peut-être un petit peu en lien avec ça, parce que c'est une porte tordue, découpée, enfin c'est un moulage, mais c'est une porte torturée, on va dire. D'accord. Ouais. Alors justement, qu'en fait on a montré au musée de la Cour d'Or, parce qu'on m'avait invité, et du coup j'ai dit bon à Metz, non? C'est ça, à Metz. Et du coup j'ai proposé qu'on exposait ensemble, et donc c'est le début. Alors tu as souligné le côté tordu de la porte en question, etc. Les images qui défilent, donc elle va arriver tout de suite, voilà celle de 2003. Celle qui suit immédiatement, c'est celle de 2011, dans la préparation, enfin vous me corrigez si je me trompe, de votre prestation à la Biennale de Venise, pour le Cercle Fermé, ça s'appelait, je crois. C'est ça. Au Casino del Duca, qui est le lieu du pavillon du Luxembourg depuis déjà quelques lustres, parce que j'en ai vu une série là-bas. Alors, une première question qui me vient à l'esprit. 2008, vous rencontrez. 2011, vous êtes déjà représentant du Luxembourg à la Biennale de Venise. Vous foncez, vous, dans le genre. C'est vrai que à partir du moment où on s'est connus, on n'a jamais arrêté. Enfin, c'est allé très vite dans un sens. Et en fait, pour la Biennale de Venise, cette année-là, c'était la première fois qu'il y avait eu un appel à projet. Et je pense que c'était
c'était un peu une surprise pour tout le monde qu'on y aille. C'est passé très vite, mais je pense que... nous disait qu'il se demandait pourquoi on avait même présenté le concours, qu'on ne serait jamais reçu, que de toute façon c'était... Oui, parce qu'on ne peut pas dire que vous étiez repéré, vraiment. Non, mais on venait juste de faire une exposition qui avait eu pas mal de succès, mais je pense que c'est aussi... On a présenté notre projet un peu naïvement, en se disant que, bon, après tout, pourquoi autant faire des projets, voilà. Ouais. Et quand on a été choisi, c'était vraiment une surprise quand même. Le commissaire de votre expo, c'était Enrico ? Non, c'était René Coq-Lecorne. Ah, c'était René Coq-Lecorne, Ouais. pardon. Alors parlez-nous justement de cette prestation dont on a aperçu quelques images et qui effectivement, il faut bien le dire, hein, a surpris tout le monde, a réjoui tout le monde, je pense, beaucoup réjoui, et qui est un travail sur l'espace, sur la perception d'espace. Absolument, donc on est parti comme très souvent dans notre travail de ce lieu qui est ce palais vénitien typique, de cette architecture, mais aussi du contexte de Venise, de cette ville secrète, assez mystérieuse, mais aussi qui est plongée dans une sorte d'intemporalité où n'importe à quelle époque on retourne, on est toujours dans un hors du temps en fait. Et donc c'est ces éléments-là aussi qu'on avait envie d'intégrer dans notre travail, donc de cette mise en scène dans les 6 salles de ce palais, où on a carrément complètement transformer l'espace. Transformer l'espace, ouais. Enfin, on était complètement dans une espèce de labyrinthe mental, je dirais presque. Hein. Ouais. Mais ça tournait aussi beaucoup autour de ce qui nous avait frappé quand on avait visité Venise avant, c'était tout cet univers du secret, cet univers... parce que en fait à la Biennale il se passe toujours cette chose, c'est que certains palais sont ouverts qui sont normalement pas ouvert au public, et on voit que quand même derrière la façade qui peut être assez banale, derrière il y a quelque chose d'autre qui se passe, et nous on avait envie de reproduire ça, mais pas dans une atmosphère forcément de décrépitude à la vénitienne, si on peut appeler ça comme ça, mais plutôt dans quelque chose de plus onirique, quelque chose aussi qui était basé sur l'endroit où on était, qui a une sonorité au bord du Grand Canal, où on entend juste l'eau, et où on a cette impression d'être un peu caché, même si on est quand même au bord du Grand Canal, on est un peu caché du reste du monde, et puis on a une vue comme ça, et tout cet univers secrétif de Venise, ça nous avait vraiment inspiré pour notre proposition, parce que ça tournait justement autour de cette idée du cercle fermé, de cette idée d'un endroit où on retourne un peu comme ça. On tourne en rond, en fait. On tourne en rond, mais en même temps, on découvre toujours des nouvelles choses, etc. Voilà. Alors ça, c'était 2011, donc il y a déjà quelques années. Mais je me suis toujours posé la question à cette époque-là, si l'idée de cette Venise qui est posée sur l'eau et qui flotte et qui navigue et qui dérive, est-ce que ça avait induit un peu cette idée d'un parcours dans lequel tout était en dislocation, en mouvement? Oui, il y avait une manière d'écho, volontaire ou pas? Volontaire, et aussi parce qu'on avait vraiment envie de donner cette impression d'une fragilité de l'espace, mais pas dans le sens de cette décrépitude à la vénitienne avec la brique, mais plutôt quelque chose d'assez... oui, plutôt de l'ordre du brouillard presque. Voilà. Oui, et aussi peut-être, c'était aussi cette idée d'un endroit en complète désorienté complètement. Oui, une désorientation en fait, une perte de repères, mais une perte d'espace, mais aussi... C'était aussi des années après la crise, donc c'est peut-être pas dans une volonté directement politique, mais dans un endroit qui se cherche, qui se perd, qui je disais un labyrinthe mental, parce qu'on avait un peu aussi l'impression d'une introspection, quelque part. Oui, mais c'est assez curieux, parce qu'avant de présenter le projet de la Biennale de Venise, on avait travaillé en Islande. Et juste après l'Islande, on avait travaillé à Trinidad. Et en fait, le choc complet des deux îles était tellement comme ça, une espèce de... Et en fait, quand on est arrivé en Islande, toutes les banques venaient de fermer. C'était vraiment le début de la crise. Tout était... les banques étaient fermées avec encore la lumière et les papiers. Beaucoup de gens avaient tout perdu quand même.
Et il y avait quand même quelque chose à Reykjavik, et même dans d'autres villes d'Islande, quelque chose de vraiment fantomatique. Il y avait des immeubles qui étaient en construction, qui étaient arrêtés, avec juste une personne qui avait finalement aménagé dedans. Il y avait toute cette atmosphère aussi très bizarre après la crise les gens ne savaient pas trop ce qu'ils allaient devenir. Et dans un pays comme l'Islande, c'était vraiment très, très frappant. Et quand on a voulu, en fait, quand on est revenu sur un peu tous ces voyages, on avait aussi cette idée d'un moment quand même en 2011 qui était assez incertain quand même, qui était un peu comme ça, flottant. Vraiment un moment de basculement, quoi. Avec l'ours de Venise, mais aussi avec une recherche mentale, enfin une perte des repères, peut-être une rupture avec ce qu'il y avait avant, donc oui, un nouveau début, ou je sais pas, c'est donc parce qu'il y a aussi comme avec les éléments comme les chaises ou la porte qu'on avait fait, il y a toujours aussi cette volonté un peu d'ouvrir un espace, un élément existant, une structure rigide ou un système de notre société, de l'ouvrir, de déconstruire pour le reconstruire autrement, enfin pour ouvrir des possibilités pour le générer sur un autre monde, quoi. Voilà. Alors, je n'oublie pas évidemment que nous sommes au salon du dessin contemporain, Drawing Now Art Fair. Vous êtes représenté ici par la galerie Valérie Bach, la patinoire royale, sur le stand C9. Je dis tout cela parce que sur ce stand, on y voit notamment tout un ensemble de travaux graphiques. On va parler de dessin, bien sûr, aussi, qui prélude à une installation que j'ai eu l'occasion de voir au Casino Luxembourg qui s'appelle Theater of Disorder. Donc, ce qui m'intéresse, c'est dans la jeunesse du travail. Comment, compte tenu du binôme que vous constituez, comment ça se passe, le développement du travail? Est-ce que évidemment, c'est pas une idée qui surgit en même temps tous les deux de votre cerveau, je suppose. Donc, comment cela se passe-t-il? Comment gérez-vous les rapports de l'un à l'autre? Et puis, le moment de la création, qui fait quoi? Est-ce qu'il y en a un qui fait plutôt le dessin au trait et l'autre, je ne sais pas, la couleur quand il y a de la couleur? Donc, le principe de création de ce binôme, sur quoi repose-t-il? Comment fonctionne-t-il? Par rapport au dessin, notamment. Le dessin, déjà, je pense qu'il y a un peu différents dessins dans notre travail. Il y a déjà, quand on travaille sur un projet, comme par exemple celui de Venise, on a des idées qu'on discute ensemble, donc on part du lieu, on part d'idées qu'on a en tête, on en discute, on réfléchit à différentes choses qu'on pourrait faire, et à partir de ça vient après une recherche par le dessin pour peut-être justement donner forme à ces idées. Dans une première étape, par le dessin. Mais vous avez chacun un coin de travail. Non, le dessin, c'est moi qui l'ai fait. Mais le dessin, c'est parti d'idées qu'on a ensemble, et le dessin, c'est moi, en fait. Et on fait des maquettes aussi. Souvent, on fait des maquettes. Ensuite, maquettes que toi, tu fais, peut-être, alors, non? Oui, qu'on fait aussi tous les deux. Qu'on fait ensemble. Ouais, Jean, il écrit beaucoup. Peut-être plus que moi j'écris, moi je dessine, enfin, c'est quand même très entrecroisé, à part que le dessin c'est vraiment moi qui le fais, mais en fait quand on commence aussi à travailler sur une idée, on fait beaucoup de recherches, et moi souvent je fais des recherches, ça peut être aux archives, ou ça peut être, par exemple pour Un Monde Parfait, moi j'étais aux archives de la cité, comment ça s'appelle, de la cité de l'architecture et du patrimoine. Oui, d'accord. Donc il y a quand même tout un travail de recherche qui est plutôt que moi je fais plutôt. Qui te revient plutôt que. Oui, mais que je suis obligé après d'expliquer. En même temps, c'est bien parce que perdu dans les recherches, on a un peu tendance à se comprendre soi-même, et en fait de l'expliquer à quelqu'un, ça oblige à remémoriser ce qu'on a trouvé et à le réexpliquer. Donc en fait, il y a tout un travail aussi par rapport au dessin où on se réexplique les choses les uns des autres jusqu'à qu'on les comprenne, jusqu'à qu'elles soient clair. Parce qu'en fait, il y a tout un effort de clarification quand on travaille à deux. Je trouve que c'est quand même assez... C'est assez compliqué d'avoir une idée et de l'exprimer clairement. Donc souvent, on essaie de se comprendre. C'est surtout aussi des projets je trouve, qui se construisent dans le dialogue. Donc il y a une idée, après il y a une autre, après...
on part complètement ailleurs et c'est abandonné. Et puis voilà, et puis parfois le dessin, ça aide à formuler la chose aussi. Mais enfin, c'est un va-et-vient entre aussi donc l'écriture, parce que souvent quand on fait un projet, je dessine, Jean il écrit aussi autour de toutes les idées qu'on rassemble autour de ça, toutes les réflexions qui se posent en fait, tous les questionnements. Donc c'est un mélange de plusieurs choses. Mais c'est vrai que le dessin, il aide beaucoup à formuler, à donner aussi la forme du projet. À informer en fait les idées. Et justement, alors au-delà du dessin, il y a la fabrication, si je puis dire, matérielle et physique de tous les éléments de chaque création. Je fais exprès de prendre ce mot au sens large pour ne pas localiser ou le réduire à un objet. Et à ce moment-là, est-ce que vous travaillez toujours uniquement tous les deux tout seuls, ou est-ce que vous faites appel à des assistants? Comment ça se passe? On fait la plupart des choses nous-mêmes. Mais on a quand même... on a des assistants. On travaille tous les deux dans l'atelier. Dans l'atelier. Et après, quand ça devient vraiment trop énorme, on trouve un assistant. Ou... On a aussi quelques personnes qui nous aident pour sur des points très techniques, comme actuellement avec la robotique. Bon, on a quand même été obligé de trouver des gens. Là, on a quand même appris à programmer les robots et à faire tout ça nous-mêmes, parce que sinon c'est un peu... On a souvent en fait des gens qui, sur un projet, sur des choses spécifiques, viennent nous aider dans l'atelier. Parfois on délègue aussi un atelier à l'extérieur, mais la plupart du temps les choses se font chez nous avec parfois une petite équipe, parfois pas, ça dépend de l'ampleur du projet, ça dépend des moyens aussi qu'on a. Alors quand on voit défiler les images à l'écran, le choix que vous avez fait et que vous m'avez proposé, je crois qu'on relève qu'il y a en fait un certain nombre d'éléments qui sont mis en jeu, qui sont pour certains qu'on a vu passer tout à l'heure et dans une période qui est peut-être juste un peu plus ancienne, puisque je crois que c'était des dessins de 2015, en relation plutôt avec l'espace, je dirais, extérieur, l'espace naturel, l'idée d'îlots ou de nuages avec des figures humaines. Et puis, si on regarde évidemment ce qu'il en est de cette installation dernière que vous avez fait au Casino Luxembourg récemment, là à l'automne, partition donc pour théâtre Disorder, on est plus dans quelque chose alors là qui est l'artefact, je dirais presque, et puis des constructions, l'architecture. Donc, en fait, quel est le propos, je dirais presque générique du travail? C'est un regard sur le monde, c'est un commentaire sur la façon dont le monde évolue, avec tout ce que cela peut porter d'inquiétude par rapport, tout à l'heure Jean a utilisé le mot de robotique, je sais que toutes les technologies nouvelles vous intéressent, mais est-ce qu'elles vous interpellent par une inquiétude? Est-ce qu'elles vous interpellent parce que vous y voyez des potentialités positives? Quel est ce rapport-là que vous avez dans le travail au monde extérieur, qu'il soit naturel? Je pense que c'est un peu comme à Venise, quand on voit nous on habitait à côté d'une usine ArcelorMittal, qui était encore en fonction, donc on a quand même visité assez souvent. Et en fait, ça nous a toujours fasciné, cette automation de l'industrie, ces espèces de machines qui marchent toutes seules, ces usines qui marchent entièrement toutes seules. Et donc nous, on a comme à Venise, on a envie de s'emparer des choses et de s'en servir nous-mêmes. On n'a pas tellement envie qu'on nous explique pourquoi, comment, et que l'automation c'est quelque chose de terrible qui va massacrer des milliers d'emplois, mais c'est surtout comment ça marche exactement, parce qu'en fait c'est pas tellement quelque chose quand on a commencé à travailler avec des morceaux de robots qu'on importait du Japon, les gens voulaient absolument pas nous aider, c'était trop dangereux, de toute façon on ne connaissait rien, et en fait on l'a appris et on a trouvé tout un tas de réponses à des questions que nous on se posait sur la technologie, sur aussi pourquoi elle était utilisée comme ça, et qu'est-ce qu'on pouvait en faire nous-mêmes. C'est un peu ça la question. C'est une sorte de réappropriation. Mais voilà. C'est aussi en visitant cette usine justement à côté de nous, où entre-temps, c'était des usines énormes, hein, c'est des sites gigantesques avec des machineries effrayantes. Enfin, il y a, je pense, toujours ce mélange de fascination et d'inquiétude, de crainte de ce que ça peut avoir comme conséquence.
Et justement, en visitant ce site, où il y avait avant des trentaines de milliers de gens qui habitaient, qui travaillaient sur ces sites-là, la plupart des hauts-fourneaux, etc., ça s'est terminé. Mais il y a encore une usine très importante quand même sur le site. Mais quand on la visite, elle est maintenant entièrement automatisée. Donc il y a très très peu de gens qu'on voit dans l'usine. Donc c'est fascinant parce que là c'est vraiment une automation. C'est vraiment. Mais ça ressemble un peu à un balai, justement. C'est de l'industrie lourde, donc c'est assez impressionnant. Mais ça marche comme sur des roulettes et il n'y a plus d'hommes, donc c'est quand même inquiétant parce que tous ces gens-là, ils y travaillent plus, quoi. Donc, en vous écoutant, me reviennent en mémoire toute une série d'images vécues sur le terrain au Luxembourg, de sites de hauts fourneaux absolument incroyables, et j'étais en train de me demander, est-ce que c'est la nostalgie de ce type de paysage qui peut vous animer? En fait, c'est pas tellement de la nostalgie parce qu'ils existent encore aujourd'hui, mais ils ont juste complètement changé de façon de fonctionner, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est quand même des sites qui sont extrêmement dangereux, hein. Il y a quand même du métal en fusion, maintenant c'est des fours électriques, mais c'est surtout qu'en fait on a retiré le danger en retirant les hommes, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher des machines, c'est quand même assez... c'est en partie des décors maintenant, en fait. Oui, il y a aussi cette... Il y a aussi la partie décor qui nous bon... Je pense que c'est pas vraiment une nostalgie, c'est plus... en fait, on est très souvent confronté à des mondes de nouveau en basculement, donc en crise, en changement, en disparition. Enfin, il y a certainement une sorte de nostalgie ou de mélancolie par rapport à ce qu'on perd, ce qu'on gagne en contrepartie. Donc, il y a une fascination aussi pour ce qui vient et avec ce mélange de crainte. Mais comment on peut aussi continuer à trouver le rêve dans ça? Je pense qu'il y a toujours une notion de rêve qu'on cherche à avoir dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire que comment aussi on peut s'approprier, justement, c'est ce qu'on voulait faire avec Theatre of Disorder, parce que comment s'approprier cette nouvelle technologie qui nous envahit, parce que finalement elle est partout, elle est beaucoup plus présente qu'on ne le croit ou qu'on le voit parfois. Et donc comment les artistes peuvent se l'approprier pour justement créer autre chose avec, pour la détourner. Mais est-ce que vous diriez l'un et l'autre que c'est une posture qui procède par exemple d'une critique politique ou sociétale? Aussi, mais je pense que on se considère pas vraiment comme des artistes politiques en tant que tels, mais il y a bien sûr une critique aussi, il y a un regard en tout cas questionnant, il y a un regard critique clairement aussi il y a quelque chose qui nous a toujours intéressé, c'est aussi ce qu'on avait vécu pendant la crise et c'est aussi ce qu'on voit quand on est dans l'industrie moderne aujourd'hui. Nous, on pense que les nouveaux révolutionnaires, ce seront ceux qui seront capables d'écrire en ladder logic, qui est un langage de programmation industrielle. Et c'est plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire que moi, je vais dire, souvent on parle de ça, c'est comment s'emparer, par exemple, de technologies ou d'endroits, ça peut être des lieux comme tout notre travail sur Un Monde Parfait, qui était comment s'emparer d'endroits comme des HLM qu'on voudrait détruire, pour leur rendre leur monumentalité, pour en faire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre uniquement du social, mais nous on trouvait... de la sublimation. C'est vraiment les sublimer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est la première fois dans l'histoire de l'habitat, on pourrait dire, de la classe pauvre et de la classe moyenne, qu'on avait fait des choses monumentales. Et qu'on les détruise, pour nous, on trouve ça scandaleux, c'est quand même des monuments, enfin des grandes barres des 4000, c'est quand même monumental. Et je ne dis pas qu'on doit forcément les réhabiliter pour en faire des super appartements, mais peut-être les laisser tels quels, vides, et en faire ce qu'ils sont, c'est-à-dire des monuments. Moi, je trouve ça plutôt plus révolutionnaire. Et en fait, c'est hors de question quand on discute avec des élus ou quand on parle de ça avec des gens qui leur disent « laissez une barre vide », c'est hors de question. C'est intéressant, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez le projet qu'avait eu Jean-Pierre Reynaud sur une tour dans une banlieue près de Lyon?
Non. Il faudra que je vous donne des informations, ça va vous intéresser beaucoup. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Voilà. Il s'agissait de la carreler complètement de l'extérieur avec son carreau de céramique blanche pour la figer dans l'ordre du monumental. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'était une parenthèse, mais on en reparlera. Et c'est pareil avec la robotique. Là, dans le qui est donc la langue qui sert à programmer les PLC, qui à peu près ce qui gère aujourd'hui une centrale atomique ou l'usine Renault, c'est quand même une langue assez poétique et c'est curieux que cette langue soit juste réservée à des ingénieurs en électronique, parce que c'est quand même la langue qui permet aujourd'hui de faire marcher pas mal de choses. Et pourquoi pas... c'est comme ça qu'on a écrit notre ballet, je veux dire, pourquoi pas s'en servir. C'est toujours utilisé dans une productivité, donc et nous on s'en empare pour justement créer une chorégraphie contre-productive. Enfin, il n'y a pas de productivité qui en sort, mais... pendant que vous parliez de tout cela, passer à l'écran justement une série aussi de travaux graphiques qui procèdent non pas du dessin au trait, mais de la découpe, du découpage. Et je les voyais passer pendant que j'en parlais de ces monuments HLM, disons-le comme cela. Et il y avait marqué Souffle pour une série, et l'autre, je crois, Secret et Confidence, si j'ai bien. Que sont ces travaux-là qui sont et qui représentent justement une barre d'immeuble, pour l'un d'eux en tout cas, qui a la grille du... Comment c'est advenu? Qu'est-ce que c'est que ce travail de découpage qui procède du dessin? Les derniers souffles, donc c'est à partir d'images d'immeubles justement de cette époque des années 50, 70, au moment où étaient construits les grands ensembles, etc. Ces immeubles modernistes qui étaient souvent construits pour un grand nombre de gens, pour alléger les gens qui aujourd'hui donc sont problématiques, et un grand nombre d'entre eux sont sur la tangente ou ont déjà été détruits. Et donc c'est à partir d'images d'implosion de ces immeubles qu'on a redessiné et qu'on a du coup découpé pour justement rendre ce moment vraiment fragile où l'immeuble, juste avant qu'il s'effondre définitivement et qu'il parte complètement en poussière, il y a ce moment où les choses se disloquent. Donc c'est retenir ce moment-là, et c'est par le découpage donner cette fragilité comme d'un château de cartes qui s'effondre, quoi. Et surtout que c'est des énormes monuments, c'était quand même des bêtes, c'est des géants, et tout d'un coup ils sont vidés, ils sont démembrés parce qu'on enlève aussi toutes les matières autres que le béton. Et les désincarne. Voilà. Et parce qu'il y a cette opération de déshabillage qui, donc, avant les faire imploser, on les vide de tout ce qui n'est pas du béton. Et en fait, l'immeuble prend on dirait presque qu'il est en construction, parce que tout d'un coup il manque une curieusement, il est en construction. Voilà, et après, malheureusement, souvent on le fait sauter, mais c'est un peu les immeubles qu'on a eu le plus l'occasion de visiter, c'était juste à ce moment-là du déshabillage. C'était quand même assez intéressant, je trouve, parce que on enlève toute vie à l'immeuble, quoi. Alors on a vu, on voit sans cesse défiler à l'écran toute une série de dessins qui appartiennent donc à cette prestation, on va dire, que vous avez faite au Casino Luxembourg, que j'ai déjà évoqué, et qui s'appelait le Theatre of Disorder, et qui en appelle finalement à une sorte d'œuvre d'art totale pour moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, puisque vous avez occupé le Casino Luxembourg, qui est un bâtiment, je ne sais pas, fin 19e ou quelque chose comme ça. Vous l'avez occupé aussi bien par le dessin, le son, la projection lumineuse, l'automatisme rotatif, la sculpture, c'est tout un parcours. En fait, chacune de vos interventions s'inscrivent, il me semble, davantage à l'ordre de quelque chose qui est de l'ordre d'un parcours plus que d'une installation, et peut-être dans cette proximité avec la notion du spectacle entendu au meilleur sens du mot.
comment une création comme le théâtre d'Isolde, tu parlais tout à l'heure, ou c'était Martine, je ne sais plus, de ballet. C'est vrai que quand je me suis promené dans cet espace avec cette musique qui était assez invasive, alors qui était avec des rythmes alternés brutaux qui s'arrêtaient, des choses qui surprenaient tout à le regard parce qu'il y avait quelque chose qui se mettait en marche, des références à toutes les avant-gardes du début du XXe siècle, qu'elles soient néoplastiques, suprématistes, enfin toutes ces avant-gardes russes aussi passionnantes, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au film de Fernand Léger, Le ballet mécanique, qui pour moi qui est un chef-d'œuvre absolu. Tout le monde ne connaît pas malheureusement, et j'invite tous les gens à aller voir sur YouTube, il existe sur YouTube. Donc je parle d'œuvre d'art totale, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup par là que passe votre travail. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un peu une volonté, c'est aussi comme à Venise ou comme dans d'autres installations qu'on a fait, cette volonté en fait de créer effectivement un tout, un univers aussi un peu coupé du reste, et de créer presque, je dirais, quelque chose d'architecturel dans le sens où on se promène dedans et au fur et à mesure qu'on avance, on le voit sous différents angles, et c'est aussi peut-être cette volonté de créer une expérience plus qu'un objet auquel on est, ou une image auquel on est confronté. C'est une expérience aussi bien physique, sensorielle, sonore, dans le cas du casino en tout cas c'était aussi sonore, et puis visuel de toute façon, parce qu'il y a les sculptures, il y a le mouvement, c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé Theatre of Disorder, parce que c'est effectivement une mise en scène cette fois-ci réellement, dans lesquelles les spectateurs sont souvent en fait plongés de façon solitaire aussi, je dirais, parce que contrairement peut-être au spectacle, il y a quelque chose qu'on expérimente, je dirais presque individuellement. Oui, individuellement. C'est pas une affaire de perception collective. Non, et en plus, nous on travaille beaucoup sur l'idée du déplacement par contrainte, qui est un peu une idée qui avait été développée dès les années 20 par des scénographes russes d'ailleurs. Et en fait, c'est un peu l'idée que nous, quand on construit une installation, on essaye déjà de se déplacer dedans et de voir physiquement qu'est-ce qui va faire que ça va pas aller trop vite, que ça va pas être quelque chose d'extrêmement rapide à lire, et que il y a un certain nombre de contraintes et de choses qui fassent que ça paraisse plus grand que ça ne l'est, parce qu'en fait, le lieu d'une installation, ça peut pas être des milliers de mètres carrés, on n'a pas les moyens du cinéma ou des parcs d'attractions, je veux dire, c'est pas ça le propos. Donc on est obligé de résumer en fait ce qu'on veut dire dans un espace qui est quand même celui d'un centre d'art. Et là, il faut vraiment travailler le cheminement pour comprendre comment finalement les gens ils vont percevoir cet espace. Que si jamais on travaille sur vraiment le modifier complètement, alors il faut travailler sur le cheminement et sur le déplacement des spectateurs. C'est vrai qu'il y a une contrainte aussi, parce que c'est vrai que le spectateur peut s'y promener librement, mais en même temps, le cheminement, c'est quelque chose. Enfin, la façon comment le spectateur va vivre notre installation, c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup en amont. Oui, donc, il y a toujours une façon de rentrer, de sortir, de par où il va passer. En fait, il est gentiment guidé quand même dans ce parcours. Il est libre, mais il y a quand même une façon que c'est pensé. Oui, parce qu'en même temps, on a quand même une certaine liberté de mouvement. Moi, j'étais tout seul quand j'ai visité l'espace avec le directeur du musée qui me conduisait gentiment. Mais c'est vrai que à un moment, il m'a laissé tranquille, si je puis dire. Je me suis amusé à exploiter l'espace, mais en montant sur des dispositifs sur lesquels justement on pouvait monter. Donc là, je ne me suis pas senti guidé par quoi que ce soit. Mais ce qui m'amusait tout à l'heure, vous hésitiez l'un l'autre d'ailleurs, spectateur, visiteur, oui, et puis tout d'un coup me revenait dans l'image qu'à un moment dans ce dispositif assez complexe, il y a un rideau qui dévoile un bas-relief qui est au fond. Là, on est vraiment dans le spectacle, là. Et c'était le lieu de l'ancienne salle de spectacle, en fait, on n'a réinstallé. Donc vous avez voulu remémorer quelque chose du lieu ? Souvent, on se sert de faits, en fait, tangibles, qui existaient sur le lieu pour les pervertir un peu.
C'est-à-dire, c'est vrai que voilà, cet endroit-là, à un moment donné, pas dans toute l'histoire du lieu, mais à un moment donné, il y avait une scène avec une porte par laquelle les acteurs pouvaient sortir de l'autre côté. Donc c'était une scène, et c'était justement à cet endroit, plus ou moins, qu'il y avait un rideau de scène. Et ça nous amusait, bien sûr, de faire référence à ça, à ce moment de l'histoire du lieu, mais c'est aussi un élément qui vraiment nous servait justement à donner cet aspect théâtral. Oui, voilà, et de faire cette mise en scène. Le lieu, au fur et à mesure du travail, le lieu lui-même vous donne des éléments de travail. Il nous donne des éléments, on prend ce qu'on veut après. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a certains éléments qui nous inspirent et qui nous amusent. C'est des clins d'œil, on les intègre dans l'installation. Il y a une chose qui m'intéresse, moi, dans votre travail, c'est cette façon, en fait, qui procéderait d'un paradoxe, quelque part. Parce que quand on regarde les dessins, il y en a qui sont extrêmement designés comme des dessins industriels tirés au cordeau, enfin. Et puis, par ailleurs, il y a des fantaisies colorées, il y a des références, notamment, vous avez vu, à l'homme-machine, qui est directement influencé par les figures de Malevich des années 20-30. Et puis, il y a, par exemple, cette construction architecturale, enfin, c'est pas exactement celle-ci, je crois, qui était là-bas. Voilà, celle qui est maintenant à l'écran, qui, moi, me renvoyait totalement à l'espace modulateur lumière de Moholy-Nagy. Est-ce que tout cela, c'est totalement délibéré au moment de la création de c'est à force d'être plongé aussi dans le... Je crois que nous, on est aussi un peu des monstres de documentation, parce qu'on lit quand même beaucoup de choses, et c'est vrai que pour commencer à travailler avec de la robotique, ou pour commencer à travailler sur le mouvement, ou pour commencer... Il faut quand même le regarder, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, et il y a pas mal de... Et c'est vrai qu'automatiquement, on est aussi inspiré par cette masse de documents, cette masse de visuels, cette masse de renseignements qui nous arrivent, qui nous submergent un peu, mais d'un autre côté... C'est aussi des clins d'œil à l'histoire de l'art. Il y a aussi un clin d'œil. Les figures de Malevich, c'est clair que... Sauf que Malevich n'a jamais réussi à le faire bouger comme ça. Parce que c'est vrai que la robotique, c'est quand même quelque chose qui va complètement révolutionner le mouvement, et quand on a commencé à travailler avec, on s'est rendu compte que c'était vraiment merveilleux d'écrire un texte et de voir quelque chose bouger. Enfin, c'est quand même quelque chose de très étrange. Et quand on a fait notre exposition au Casino, on a écrit, en fait, tout est branché sur le même robot qui fait bouger les rideaux, allumer les lumières, mettre les sons. C'est-à-dire que c'est la pièce que l'on voit au tout départ, voilà, ça, qui est un peu rébarbative. Quand on rentre, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette exposition? On a une espèce d'un énorme bac dans lequel il y a un monde de technologie de fil, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que plus on découvre l'œuvre dans sa plénitude, il y a quelque chose qui se passe, c'est que toute cette technologie n'est finalement qu'une technologie organique. Ah oui, non mais c'est ça, c'est des viscères, des intestins, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Ah, ouais. Oui, parce que c'est vraiment la chose qui est un peu merveilleuse avec le robot, c'est qu'on peut vraiment... C'est un peu comme un module auquel on peut rajouter plein de bras, de choses, de vaisseaux, et c'est assez curieux qu'un texte devienne du mouvement. C'est quand même quelque chose de... Et que ce mouvement soit si précis et si... qu'il puisse être... Parce que nous, c'est une séquence de 20 minutes qui se répète. Ouais. En fait, c'est une espèce de boucle. Hein. Et cette boucle, elle s'est répétée pendant 3 mois sans un accro, sans rien. C'est comme si jamais on... La mécanique, ce serait impossible de faire ça. Ce serait absolument impossible. Alors, dans tout cela, il me semble que finalement, le dessin, qu'il soit de l'ordre d'une figure, je dirais, ou d'une écriture, le dessin est au service d'une construction ultérieure. Voilà. C'est comme ça que vous le percevez, vous, le dessin? Je pense qu'il y a il y a différents dessins en fait dans notre pratique. Il y a effectivement ça, le dessin qui est au service
de la création d'un projet. Donc, comme je Le l'ai dit tout dessin à l'heure, DE2SEIS. voilà, le dessin qui sert à formuler l'œuvre et à la définir définitivement. Et après, il y a d'autres dessins qui sont peut-être plus autonomes, comme les dessins des derniers souffles, Oui. qui sont peut-être aussi en lien toujours, tout est lié de toute façon de projets qu'on a fait, mais qui sont une construction en soi, quoi. Alors, je sais pas, j'ai le sentiment que finalement, quand vous travaillez, vous en prenez à une chose un peu qui est de l'ordre du maelstrom. Et je me posais la question là en vous écoutant, est-ce que vous menez plusieurs projets simultanément? Oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que c'est un peu. Parce que vous prenez les pieds dans les fils? Ouais, c'est un peu. Parfois, c'est un peu trop, quoi. Parfois, c'est beaucoup, mais c'est aussi intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on réfléchit à différents projets et forcément, il y a des choses qui s'infiltrent d'un côté et de l'autre. Donc, ça passe par la même tête. Donc. Par les mêmes têtes. Et alors, quel est le projet futur? Si on peut en parler. On est en train de travailler sur un projet qu'on va pas peut-être entièrement révéler, mais exciter notre curiosité. Alors oui, voilà. Donc c'est un projet qui va c'est un bâtiment qu'on a trouvé en Espagne, un bâtiment qui est une ruine, mais qui est un bâtiment de la modernité qui n'a jamais été fini. Et ce bâtiment, il est absolument... La Sagrada Familia. non, c'est un on va bâtiment... pas dire où en Espagne, comme ça reste un peu en Non, mais c'est le suspense. bâtiment d'un architecte qui, en fait, a construit pas mal de choses dans les années 70, notamment l'ambassade des États-Unis en Irak. Mais... On va trouver l'auteur. et donc, en fait, ce bâtiment n'a jamais été fini parce que lui, il était républicain, et enfin, toute une histoire. Ah, c'est Rossel Pouille, certes. Exactement. Bravo. Voilà, c'est ça. Et donc, je Très ne bien. savais pas. Hein. Mais bon. Bravo, quelle culture. Et en Non, fait, Fondation MAG, Barcelone, Fondation Ouais, Miro, ouais. un architecte Oui, donc moderniste c'est des années un 60. bâtiment qu'il n'a jamais achevé On parce va qu'il y tout a... savoir tout à l'heure. Il y a eu plein de... Ouais. Il y a eu plein donc, de problèmes. Donc, en fait, il a définitivement été abandonné à sa mort en 83. D'accord. Et donc, depuis ce temps-là, il est resté tel quel. Et entre-temps, il y a des arbres qui poussent dans le bâtiment. Mais c'est magnifique parce que c'est justement... Ça rejoint un peu notre travail d'un monde parfait. Là, c'est pas un monde... Enfin, le bâtiment, il est à l'état de squelette. Donc, et c'est peut-être aussi le moment d'un bâtiment qui nous intéresse le plus parce que c'est là où on peut faire des choses avec. Soit il n'est pas encore fini, soit il va être démoli, mais c'est le plus brut, c'est le plus pur moment d'un bâtiment, je trouve. Il a toutes les potentialités d'une renaissance. Voilà, et Ouais. nous là, je pense qu'on va travailler avec de la réalité virtuelle. Donc, ça va être assez particulier parce qu'on ne sait pas très bien s'en servir. Et ce sera aussi une performance. Enfin, voilà, on est en train de voir aussi, bien d'avoir les comprendre à la permissions, etc. Mais ce sera sur des volets, sur une vidéo et aussi sur une performance dans le lieu, une performance commune, un acte commun, enfin avec. Parce qu'ils veulent le raser, donc il faut aussi. Il est sur la tangente d'être démolé. Ouais. Et Alors, donc le fait aussi de vouloir, enfin c'est une idée aussi de vouloir le scanner, c'est aussi l'idée de pouvoir en garder une trace, parce que c'est un bâtiment patrimonial. lui donner une vie artistique, Ouais, voilà. en quelque sorte. Voilà, une dernière Alors, vie. vous avez fait souvent allusion à une création que vous aviez faite qui s'appelle Un monde parfait. Oui. J'ai juste une dernière question à vous demander. Cette histoire de binôme là, c'est un monde parfait, il n'y a jamais de... Jamais de friture. Non, mais c'est vrai, j'entends, on a l'impression que tout est huilé, peut-être c'est propre à la robotique, je ne sais pas. Mais il n'y a jamais de discordance. On n'est pas toujours d'accord, On n'est pas mais toujours ça va, d'accord. on trouve toujours un moyen de se mettre d'accord, de façon forcée parfois, mais... Donc vous l'avez compris, c'est pas un binôme, c'est un couple.
Bien, bah écoutez, je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur votre travail et je ne peux qu'inviter, si ça n'a pas encore été fait, d'aller sur le stand C9, je crois me souvenir, de la galerie Valérie Bach, la patinoire royale. Mais peut-être que vous avez des questions à poser à nos invités. Y a-t-il une question dans la salle? Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Non? Oui? Ah, alors portez votre voix, vous avez une bonne voix, je suis sûr. Je pense que ça aurait été intéressant de montrer les images en volume avec les dessins, parce que vous comprenez son Ah oui, les images en volume. Ah oui, oui, bah alors. Et que les dessins n'ont pas en valeur. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, mais vous comprenez, je me suis contraint à l'entité Drawing Now dans laquelle nous nous trouvons. Mais ça prouve que vous avez été. Votre curiosité est excitée à en connaître plus. Oui. C'est finalement l'objet de ce genre de talk. Oui, oui, bah, ils peuvent vous en montrer, je pense qu'ils peuvent en avoir. Ben voilà. Oui, non, je les connais. Vous connaissez bien. Ah oui, vous dites ça pour les autres aussi. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. En tout cas, vous trouvez des images sur notre site. Sur le site. Oui. Sur le site. Eh bien, merci beaucoup et surtout merci à vous deux, Martine et Jean. Merci beaucoup merci à toi, Philippe. Merci.